Depuis son décès le 9 septembre 1898, l'œuvre du poète Stéphane Mallarmé, assez confidentielle de son vivant, n'a eu de cesse que d'être lue et commentée par les plus grands intellectuels. Mais si on se penche quelques instants sur les lectures qui ont été faites de son œuvre, on constate rapidement à quel point les avis sont pluriels et contradictoires, ce qui rend le poète particulièrement insaisissable. L'ensemble de ses lecteurs s'accordent toutefois pour dire que son écriture poétique a quelque chose d'occulte et d'hermétique qu'il convient de dévoiler pour en saisir toutes les subtilités. Ce sera donc le thème de ce 4e numéro des Courbes Graciles. Quand j'ai découvert sa poésie, je me suis personnellement heurtée à un obstacle. J'appréciais les sonorités de certains de ses poèmes, mais je n'arrivais pas forcément à les comprendre. Un peu comme lorsqu'on entend une langue étrangère agréable à écouter, mais qui reste quand même incompréhensible. Et c'est en cela que Mallarmé a pu être qualifié de meurtrier du langage, comme on le verra plus tard. Pour toutes ces raisons, il était donc temps d'y réfléchir sérieusement. En règle générale, on peut dire qu'il y a principalement 2 catégories de lecteurs de poésie. Ceux qui pensent que la poésie se savoure sans s'expliquer et qui en apprécient la musicalité, comme si quelque part ça échappait à l'entendement, et ceux qui soutiennent que la poésie est un objet d'étude comme les autres, qui doit être déchiffré. Dans cet épisode, on va adopter la 2e approche et se focaliser sur la poésie comme véritable objet d'étude. Même si la poésie de Mallarmé peut être appréciée uniquement pour sa musicalité et pour ce qu'elle peut nous faire ressentir au niveau sensoriel, je vous propose aujourd'hui d'essayer de comprendre l'univers de cet écrivain connu pour sa complexité. Né en 1842 à Paris, Mallarmé commence à nourrir un intérêt pour la poésie dès l'adolescence, lorsqu'il découvre Victor Hugo, Théodore de Banville et surtout Baudelaire. Cette découverte le marque profondément. À l'âge de 20 ans, après avoir écrit ses premiers poèmes d'influence baudelairienne, il publie un article dans une revue littéraire, plus qu'annonciateur de son œuvre à venir, intitulée « Hérésie artistique, l'art pour tous ». Dans ce texte, le jeune Mallarmé s'indigne de l'accessibilité apparente de la poésie à tout type de lecteur, qu'il soit éclairé ou non. Selon lui, le poète, qui use d'un langage en principe compris de tous, s'expose injustement aux jugements et aux moqueries de tout un chacun. En cela, le poème se distinguerait de la partition musicale, qui n'est déchiffrable que par une minorité d'individus. En clair, il se prononce en faveur d'un élitisme poétique. Après son mariage, il devient professeur d'anglais en 1863 pour subvenir aux besoins de sa famille. Il est ensuite muté dans diverses régions jusqu'à obtenir son affectation à Paris. Une fois installé dans la capitale, il fréquente activement les milieux littéraires et se lie d'amitié au poète Villiers de l'Isle-Adam. Il participe notamment au Dîner des vilains bonhommes, un groupe d'artistes parisiens qui se réunit périodiquement entre 1868 et 1872, qui compte parmi ses membres Arthur Rimbaud ou encore Paul Verlaine. Ce groupe a d'ailleurs été immortalisé par un célèbre tableau que vous connaissez peut-être, intitulé Un coin de table, peint en 1872 par l'artiste Fantin Latour. Lors de ses visites chez le peintre Manet, il fait également la connaissance de Zola. À partir de cette époque, il prend l'habitude de passer ses étés à la campagne, près de Fontainebleau, dans un petit appartement, un lieu qu'il fréquentera jusqu'à son décès. En parallèle de son métier de professeur, il lance une revue féminine pour compléter ses revenus, dont il est le seul et unique rédacteur, avec des articles dédiés à la mode, au spectacle ou encore aux destinations de vacances à privilégier. Mais il finit par abandonner ce projet. On sait que son métier de professeur le fatigue, parvient toutefois à trouver son salut dans l'amitié, notamment avec Manet, qui peint d'ailleurs son portrait, et les vacances régulières à la campagne. En 1875, son activité littéraire se diversifie puisqu'il traduit la poésie d'Edgar Poe. Mais les années passent et il est de plus en plus épuisé par son quotidien. Il déplore le manque de temps dont il dispose pour écrire. Toute sa vie durant, il rêve de pouvoir se consacrer à l'écriture du livre absolu, son grand œuvre, tel qu'il l'écrit lui-même dans sa correspondance avec Paul Verlaine. À partir de 1880, après le décès de son fils Anatole, Mallarmé commence à organiser tous les mardis chez lui, rue de Rome, des soirées littéraires, fréquentées sur invitation par de nombreux poètes et artistes.
Au programme, grog, cigarettes et discours à haute voix. À la même époque, il se met également à fréquenter la fameuse cocotte parisienne Mary Laurent, proche de bon nombre d'écrivains. À cette époque, le mouvement symboliste se développe et s'affirme. Rejetant toute représentation réaliste, il met l'accent sur l'analogie et la suggestion. Même si Mallarmé tient à rester éloigné de toute école, on commence tout doucement à l'associer à ce mouvement. En 1890, il entreprend une série de conférences en Belgique et décide de parler de son ami, récemment décédé, Villiers de l'Isle-Adam. À l'époque, comme vous le savez, les micros n'existent pas. Donc pour assurer ses interventions et se faire entendre, il doit apprendre à gueuler comme il l'écrit lui-même. Mallarmé, le poète des alcôves et des cercles restreints, relativement discret, doit à présent s'exprimer publiquement. Dans ce contexte, sa notoriété grandit. Au même moment, il reçoit d'ailleurs la lettre d'un mystérieux jeune homme, admirateur de son travail, un certain Paul Valéry. En 1894, il prend enfin sa retraite et s'en réjouit. Il peut dès à présent s'atteler à la rédaction du livre absolu qu'il a tant attendu. Lui qui a publié de rares recueils dans sa vie, étant extrêmement perfectionniste. Mais ce répit est de courte durée, puisque dès 1898, sa santé décline subitement et il décède d'une crise d'étouffement. Peu avant son décès, Mallarmé prend toutefois conscience que ses jours sont comptés. Il s'attelle donc à la rédaction d'un testament littéraire portant sur ses écrits, en particulier ceux qui n'ont pas été publiés. Il demande à son épouse et à sa fille de brûler absolument tous ses papiers, qu'il conservait généralement dans de vieilles boîtes à thé. Il laisse ainsi un dernier écrit où il dira « Il n'y a pas là d'héritage littéraire, mes pauvres enfants. Ne soumettez même pas à l'appréciation de quelqu'un, ou refusez toute ingérence curieuse ou amicale. Dites qu'on n'y distinguerait rien. C'est vrai du reste, et vous, mes pauvres prostrés, les seuls êtres au monde capables à ce point de respecter toute une vie d'artiste sincère, croyez que ce devait être très beau. » Vous l'aurez compris, Mallarmé aura été animé par le feu de l'absolu, dans la vie comme en poésie. Indéniablement absolutiste, il va privilégier des lecteurs exigeants. Il n'est bien sûr pas le seul dans ce cas, on peut penser notamment à Stendhal, qui au début du XIXe déjà, dédie son roman La Chartreuse de Parme à une certaine élite de lecteurs. Partant de ce postulat, la poésie de Mallarmé ne pouvait être que tortueuse et complexe. Certains de ses contemporains se moquaient même de son style obscur et hermétique. Dans ce nouveau numéro des Courbes Graciles, on va donc tenter de comprendre sa poésie et plus largement son approche littéraire. Bien sûr, cet épisode n'a pas vocation à vous fournir une analyse universitaire de son œuvre, mais de trouver quelques clés de compréhension accessibles pour que tout un chacun puisse apprécier sa poésie. Mallarmé est un poète exigeant, qui ne laisse rien au hasard. Pour lui, la poésie correspond à l'expression, par le langage humain ramené à son rythme essentiel, du sens mystérieux des aspects de l'existence. Elle doue ainsi d'authenticité notre séjour et constitue la seule tâche spirituelle. La parole poétique a ici une fonction spirituelle, quasi mystique, celle d'atteindre l'essence même du langage. En toutes circonstances, il faudrait, selon lui, essayer de se rapprocher de cette forme essentielle. Il ne s'agit pas pour autant de se couper du réel, mais en réalité de le transcender. Pour y parvenir, d'un point de vue pratique, Mallarmé adopte une méthode de travail bien personnelle. Il va, comme il le dit, creuser le vers. En clair, ça signifie qu'il va travailler son texte, limpide à l'origine, le sortir de son environnement et se débarrasser de l'objet qu'il souhaite nommer. Pour lui, tout est dans la suggestion. Il écrit dans ses correspondances que sa recette consiste à utiliser au départ son décor familier, ce qui l'environne, les objets, le mobilier, comme base de travail. Ensuite, après avoir rédigé le premier jet, il coupe le commencement et la fin de ce qu'il écrit, et petit à petit, il parvient à créer une forme de brouillage. Il ira même jusqu'à dire que nommer un objet, c'est supprimer les 3/4 de la jouissance du poème, qui est faite de deviner peu à peu. C'est donc un véritable travail de composition qu'il va réaliser. Il était également particulièrement pudique. Cette façon de travailler est donc aussi une technique pour ne pas divulguer des détails intimes de sa vie. Mais sa démarche poétique va aller plus loin, puisqu'il va engager une importante réflexion sur le langage. Il va s'intéresser en particulier à l'arbitraire des signes que le langage emploie
et essayer de corriger ce qu'il considère comme le défaut principal des langues, la signification d'un mot ne correspondant pas nécessairement à sa sonorité. En poésie, il va sélectionner certains mots dont les sonorités ont un pouvoir évocateur fort, et essayer de faire concorder le son et le sens. Son objectif véritable, c'est de motiver le langage. Et c'est en cela, selon lui, que le vers se distingue du langage du quotidien. Roland Barthes voit d'ailleurs dans l'œuvre de Mallarmé une importante mutation, puisque le poète invente en quelque sorte une langue nouvelle. Il dira même que depuis Mallarmé, il n'y a pas eu de grand mutant dans la littérature française. Et c'est lui qui va le qualifier de meurtrier du langage. Tel un alchimiste, Mallarmé veut transmuter le langage du quotidien. Il va donc tenter d'anoblir le langage, une matière triviale, et le transformer en poésie, un objet rare et précieux. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir l'un de ses poèmes les plus célèbres, qui en dit long sur sa démarche poétique. Vous le connaissez peut-être, c'est Le tombeau d'Edgar Poe. Tel qu'en lui-même enfin, l'éternité le change, le poète suscite avec un glaive nu son siècle épouvanté de n'avoir pas connu que la mort triomphait dans cette voie étrange. Eux, comme un vil sursaut d'hydre ayant jadis l'ange, donner un sens plus pur aux mots de la tribu, proclamèrent très haut le sortilège bu, dans le flot sans honneur de quelque noir mélange. Du sol et de la nuit hostile, ô grief, si notre idée avec ne sculpte un bas-relief, dont la tombe de peau éblouissante s'orne. Calme bloc ici-bas chu d'un désastre obscur, que ce granit du moins montre à jamais sa borne, au noir vol du blasphème épars dans le futur. Ce poème est un sonnet qui rend hommage à Edgar Poe, mort peu de temps auparavant, et dont l'œuvre a grandement influencé Mallarmé. Il s'inscrit dans une série de textes commémoratifs que Mallarmé a écrits au fil des années, avec notamment le toast funèbre dédié à Théophile Gautier ou le tombeau de Charles Baudelaire. Les tombeaux sont dotés d'une symbolique forte. Ils sont considérés comme des édifices qui résistent au temps, et c'est le cas également en poésie. Ici, les mots qui font référence au poète Edgar Poe présentent une majuscule, ce qui montre sa proximité avec Dieu. Il est donc associé à une figure divine, mais on sent bien qu'il parle plus largement de tous les poètes. De fait, le poème est du coup doté d'une dimension sacrée. Selon Mallarmé, la démarche du poète doit consister à donner un sens plus pur aux mots de la tribu, donc à rechercher la pureté du mot, à lui rendre son sens galvaudé. Et l'outil du poète, son arme, c'est son noir mélange, c'est-à-dire l'encre qu'il utilise pour écrire. Dans cette réflexion métapoétique, le poème est vu comme un bloc, un tout cohérent et indivisible, venu d'en haut et qui va devenir parfait grâce au travail du poète. Mallarmé poursuit sa quête poétique avec un autre poème intitulé Sonnet en X. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Ces purs ongles très hauts dédiant leur onyx, l'angoisse, ce minuit, soutient, lampadophore. Main rêve vespéral brûlé par le phénix, que ne recueille pas de cinéraire amphore. Sur les crédences, au salon vide, nul ptyx, aboli bibelot d'inanité sonore. Car le maître est allé puiser des pleurs au Styx, avec ce seul objet dont le néant sonore. Mes proches la croisée au nord vacante, un or, agonise selon peut-être le décor, des licornes ruant du feu contre une nyx. Elle, défunte nue en le miroir, encore que, dans l'oubli fermé par le cadre, se fixe, de scintillation sitôt le septuor. Ce sonnet, assez cryptique, montre à quel point la poésie de Mallarmé n'est pas le fruit du hasard ou d'une quelconque fulgurance. Il y a une véritable démarche artistique qui sous-tend chaque choix réalisé par l'auteur. 20 ans après avoir écrit une première version de ce poème, il le retouche pour en faire un écrit encore plus obscur qu'auparavant. Ce qui est frappant ici tout d'abord, c'est l'euphonie qui se dégage du poème, c'est-à-dire l'harmonie de sons qui sont agréablement combinés, notamment avec le célèbre vers « Aboli bibelot d'inanité sonore », qui est tout en souplesse. On sait que Mallarmé considère ce poème comme un sonnet nul ou allégorique de lui-même. Il est nul parce qu'il ne renvoie à rien d'extérieur, aucun élément connu, rien qui se trouverait en dehors de lui-même. Il s'inscrit donc parfaitement dans l'objectif de l'auteur de créer une poésie pure, dénuée de toute familiarité. Comme on l'a vu tout à l'heure également,
le poème est ici un tout cohérent qui s'affranchit véritablement du quotidien. Dans ce contexte, le lecteur doit impérativement se dépasser pour pénétrer le poème. On retrouve encore une fois cette tâche spirituelle du poète qui consiste à libérer les mots de leur dimension quotidienne. En 1868, Mallarmé envoie une lettre à un ami dans laquelle il interprète ce poème, ce qui est assez rare. Il écrit « J'extrais ce sonnet, auquel j'avais une fois songé cet été, d'une étude projetée sur la parole. Il est inverse. Je veux dire que le sens, s'il en a un, est évoqué par un mirage interne des mots mêmes. En se laissant aller à le murmurer plusieurs fois, on éprouve une sensation assez kabbalistique. » Mallarmé évoque ici la dimension occulte de sa poésie, voire incantatoire, dès lors qu'elle est chuchotée, un petit peu comme une formule magique. Le mystère est au cœur de sa production littéraire. Dans ce poème en particulier, la flamme de la lampe qui est allumée à la tombée de la nuit est vespérale. Elle se consume comme le phénix qui meurt et emporte avec lui un rêve crépusculaire avant de ressusciter. Ce que le poète utilise ici, c'est une lampe à pétrole, vraisemblablement, qui ne produit pas de cendres. Il n'y a donc pas besoin de cinéraire amphore, comme il l'écrit, cette expression faisant référence à une urne destinée à contenir les cendres d'un mort. Il poursuit en indiquant que l'appartement du poète est le lieu où se déroule l'action, dans son salon plus précisément. Mais ici, contrairement à la réalité, pour ainsi dire, il est complètement vide, sans objet, et le poète lui-même est en train de sombrer, puisqu'il est allé puiser des pleurs au Styx, comme il l'écrit, le fleuve des enfers dans la mythologie grecque. Dans cet endroit, il rencontre toutes sortes de créatures magiques, comme des licornes et une nyx, c'est-à-dire une nymphe, dans la mythologie germanique cette fois-ci. Il semblerait que l'absolu poétique que Mallarmé recherche ne devient accessible que la nuit, après un processus de dépouillement complet, à la fois matériel et spirituel. Comme on a pu le voir ensemble, Mallarmé a essayé d'atteindre une forme de pureté sonore dans sa production poétique, en travaillant la langue. Mais on ne peut pas s'arrêter là, c'est trop réducteur. Ces poèmes nous disent indéniablement quelque chose. Ils renferment un ou plusieurs sens que le lecteur doit trouver. Et comme le disait Paul Valéry, c'est le lecteur qui est obscur, pas le poème. S'il ne veut pas se contenter de la musicalité du poème, le lecteur mallarméen devra donc se montrer actif et enquêter en quelque sorte pour l'éclairer. Il faudra donc le replacer dans son contexte, émettre plusieurs hypothèses, faire des recherches étymologiques, etc. Sans pour autant tomber dans des analyses trop poussées, voire tirées par les cheveux. Bien sûr, même avec cette démarche, son œuvre conserve une part d'ombre, et je pense que c'est tout là le charme de sa poésie, cette espèce de dialectique entre la lumière et l'obscurité. Certains commentateurs ont même pu parler d'obscurité lumineuse, ce qui me semble assez juste. On sent que pour Mallarmé, le langage poétique est un impératif qui provient de l'imperfection de la langue. Son entreprise littéraire est animée d'une volonté de transcender le langage tel qu'on le connaît. En cela, on peut comprendre pourquoi il a été qualifié de meurtrier du langage. Mais si le langage meurt, c'est bel et bien pour être réinventé et renaître, un peu comme le phénix dans son fameux sonnet en X qu'on a évoqué tout à l'heure. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez bien aimé ce 4e numéro des Courbes Graciles, n'hésitez pas à le liker, à le partager autour de vous. Je vous invite également à suivre le compte Instagram du podcast si ça vous intéresse et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je tiens également à remercier Anthony qui vous propose de belles lectures depuis le premier épisode. Vous avez été nombreux à apprécier ces lectures, donc un grand merci à lui. À bientôt pour un prochain épisode.